Bienvenue, Ahmed Diouri. Merci. Merci à vous, directeur des études de la communication à InfoRisque, et bienvenue également à Mehdi El Fakir, analyste économique. Donc messieurs les économistes, une seule et vraie question aujourd'hui, me semble-t-il, c'est que faut-il attendre de cette loi de finances 2019, une loi de finances qui est présentée comme être la plus complexe ou la plus compliquée en tout cas à élaborer depuis plusieurs années. Est-ce que c'est un sentiment que vous partagez, vous, Ahmed Diouri, cette loi de finances qui est sur le bureau du nouveau ministre de l'économie et des finances, Mohamed Benchaboun? Compliqué, pas compliqué? Alors compliqué déjà parce que c'est une entrée en matière qui est quand même extrêmement difficile et sur une très courte période, donc il faut prendre déjà connaissance de l'ensemble des dossiers qui sont sur la table. Difficile surtout par rapport au contexte social, parce qu'il ne faut quand même pas oublier ce qui s'est passé socialement ces derniers mois, notamment le boycott. Tout ce qu'il y a eu derrière en termes d'impact sur les entreprises, mais aussi ce que ça signifie en termes de crise sociale. C'est-à-dire d'attente sociale. D'attente sociale. Des réponses à apporter. Bien évidemment. Donc il y a des attentes aujourd'hui. La loi de finances est là, le projet de loi de finances est là justement pour essayer d'apporter quelques solutions. Mehdi El Fakir, vous, loi de finances compliquée, complexe, c'est... Absolument, c'est une loi de finances qui est très compliquée dans la mesure où le contexte est marqué par de fortes attentes sur le plan social, mais surtout par une marge de manœuvre qui est relativement réduite, qui n'est pas aussi, je dirais, en quelque sorte, confortable. Ce qui fait marge de manœuvre, c'est marge de manœuvre budgétaire. Absolument. Pour l'argentier du pays. Absolument, parce qu'aujourd'hui, il faut vraiment sortir d'une vision qui est réductrice de projet de loi de finances 2019, dans la mesure où nous pensons qu'il s'agit tout simplement d'une allocation budgétaire. Le sujet est un peu plus complexe, parce que nos moyens, en tant que pays, sont limités par la force des choses. Donc notre marge de manœuvre est limitée. Donc il y a deux niveaux de raisonnement. Tout d'abord, l'allocation budgétaire, c'est le niveau le plus classique, mais surtout l'amélioration de l'efficacité budgétaire, c'est-à-dire l'efficacité du denier public qui est dépensé et investi ou investi. Absolument. Aujourd'hui, donc c'est le qualitatif qui est en train de primer. Il y a de fortes attentes, mais surtout un nouveau ministre, un passif qui n'est pas, je dirais, facile à gérer. Hein. Il ne faut pas oublier qu'il faut éviter les erreurs du passé et surtout. On reviendra là-dessus d'ailleurs sur un peu les erreurs du passé, peut-être l'ancien, son prédécesseur, mais juste, Ahmed Diouri, est-ce que vous diriez que cette loi de finances, elle est placée sous le sceau de la contrainte ou des contraintes? Est-ce qu'on peut résumer ça ainsi? Oui, beaucoup de contraintes. Je suis complètement d'accord avec ce que vient de dire Mehdi à l'instant. Contraintes budgétaires, on a vu justement les deniers, les recettes fiscales en matière d'IS qui ont baissé ces derniers mois. On voit un certain nombre d'indicateurs qui sont plutôt négatifs. Déjà, on attend un PIB qui va être relativement faible cette année, de l'ordre de 3%. On parle de 2,9, oui, voilà, de 9,3. Il y a d'autres indicateurs qui sont sortis. Une baisse à fin juillet des IDE de 25%. On voit également que, au niveau des indicateurs boursiers, il y a une baisse de 15% par rapport au plus haut. Donc c'est presque 90 milliards de dirhams qui sont partis en fumée ces derniers jours. Donc il y a que la bourse, est-ce que justement là-dessus, est-ce que la bourse c'est un bon indicateur ou pas, dans le sens où on dit que la bourse est complètement déconnectée aussi de l'économie réelle? C'est pas complètement vrai de dire ça. Oui. Effectivement, déjà il y a plusieurs choses qui rentrent dans un indice boursier. Déjà, il y a évidemment les résultats des entreprises et les perspectives de résultats. Ils sont plutôt négatifs sur certains secteurs en particulier, notamment l'immobilier et d'autres secteurs qui sont impactés et qui sont notamment liés à l'immobilier. Mais il y a aussi un facteur croissance, il y a un facteur environnemental. Quand je dis environnemental, environnement global, macroéconomique. Et évidemment, les investisseurs, notamment étrangers, ont une vision de ce qu'est l'environnement macroéconomique marocain et de ses perspectives. Et évidemment, le fait que l'indice boursier baisse peut être un indicateur justement que les perspectives ne sont pas aussi bonnes qu'on pourrait l'espérer. Justement, parce qu'il y a aussi un aspect là-dessus, juste si vous permettez l'un et l'autre, sur l'environnement international. Alors, très souvent, je sais que Mohamed Boussaïd avait fait une sortie médiatique mi-juillet devant les chambres parlementaires des conseillers des représentants pour présenter le préambule de la loi de finances, parce que c'est une disposition constitutionnelle, donc une obligation pour le ministre de l'économie et des finances. Donc il avait évoqué aussi la conjoncture internationale. Voilà, un peu difficile, un peu compliqué, la croissance aussi, la montée en flèche, la montée du protectionnisme aussi à travers le monde, et que ça c'était un peu aussi à l'origine des difficultés, contraintes que nous avons aujourd'hui au Maroc. Est-ce que c'est
C'est un alibi, l'environnement international, ou ça a du sens? Ah oui, ça a du sens, mais ce n'est pas l'origine. Nous avons un problème structurel dans notre économie. Hein, le modèle. Absolument. Le modèle, il est complètement essoufflé. Donc aujourd'hui, il y a bien sûr des incertitudes conjoncturelles sur le plan international, notamment en ce qui concerne notre premier et principal partenaire qui est l'Union européenne, avec le Brexit, avec la montée du protectionnisme, avec plein de questions vraiment qui pèsent sur la croissance de ce partenaire et qui pourraient par la suite peser sur la croissance du Maroc. Mais aujourd'hui, il ne faut pas oublier que nous avons une problématique majeure en ce qui concerne notre... Donc pour vous, ça n'a rien à voir avec l'environnement. Faible impact de l'environnement. Une partie. Mais nous ne pouvons pas aujourd'hui dire que c'est parce que vraiment c'est un environnement marqué d'incertitude sur le plan international que ça impacte notre économie. C'est un peu la ligne du HCP d'ailleurs qui dit que de toute façon la demande Maroc elle est toujours là, elle est toujours dynamique et en faisant fi un peu de l'environnement international. Notre modèle économique aujourd'hui il est complètement essoufflé. Ce n'est pas un modèle qui est créateur de richesse. En tout cas, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec là, même si effectivement le modèle, d'ailleurs on l'a dit, le chef de l'État a été le premier à le dire, le modèle essoufflé, mais bon on fait quoi avec cette loi de finances, avec les moyens dont on dispose? J'ai 100, qu'est-ce que je fais avec 100? Est-ce que je redistribue les 100 comme j'avais l'habitude de les redistribuer, ou je revois le mode de calcul et le mécanisme de redistribution? Alors déjà, je voudrais répondre à la question de l'environnement, parce que c'est vrai que c'est très important. Aujourd'hui, on voit que dans un certain nombre de pays émergents, la Turquie, l'Argentine, le Venezuela qui n'est pas vraiment un pays émergent, mais on voit quand même une diffusion de difficultés, d'évaluation de la monnaie, un surendettement qui crée, tout ça va créer une surinflation, une inflation à 2 chiffres, voire à 3 chiffres d'ailleurs parfois, voire même à 3 chiffres dans certains de ces pays. Donc il y a cette difficulté qui existe. Maintenant, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette difficulté, elle existe parce que justement l'environnement local n'était pas propice, n'était pas bon. C'est-à-dire que les difficultés que connaissent la Turquie aujourd'hui, la surinflation, c'est parce qu'initialement il y avait aussi des difficultés locales, macroéconomiques, qui fait que la dévaluation de la monnaie a eu un impact direct sur l'économie. Donc ça, c'est la première des choses. Donc après, la question du modèle de développement, c'est vrai que c'est aussi l'autre question qui se pose. On voit qu'aujourd'hui, ça c'est la Banque mondiale qui le dit, le modèle de croissance repose uniquement aujourd'hui sur la consommation intérieure et notamment l'investissement public. Aujourd'hui, il n'y a pas d'investissement privé, le secteur privé ne tire pas la croissance économique. Et c'est ça le véritable problème. Et la loi de finances, parce que là-dessus, la loi de finances, je veux dire sur du court terme. Absolument. Le modèle, on est peut-être sur un cycle beaucoup plus long. Mohamed Ben Chaboun, si vous étiez, et je vous dirai la même chose aussi, Amin Diouri, vous étiez Mohamed Ben Chaboun, marge de manœuvre aujourd'hui. Vous avez parlé, c'est vous qui avez évoqué tout à l'heure. Peut-être qu'il est sur le fil du rasoir avec une marge de manœuvre relativement réduite, mais quoi qu'il en soit, il doit présenter une loi de finances 2019 dans les prochains jours. Absolument. Donc on y met quoi? Qu'est-ce que vous feriez, vous, pour essayer plutôt de la relance économique? Absolument. Plutôt de se dire, je suis obsédé par le cadre macroéconomique, parce que j'ai aussi la pression des marchés financiers, des bailleurs de fonds. Donc qu'est-ce qui... Audacieux, pas audacieux? Qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse? Aujourd'hui, ce qu'il faudrait, c'est tout d'abord comprendre que nous sommes devant un ministre de l'économie et des finances. Arrêtons de penser que ce ministre ne s'occupe que des finances. Donc ce ministre doit exécuter une politique économique. Il doit faire en sorte que la loi de finances soit un outil et un instrument pour exécuter une politique économique. C'est antinomique ou pas les deux? Non, mais s'occupant de l'économie et des finances de l'État. L'économie et des finances, bien sûr. Mais aujourd'hui, lorsque nous pensons que nous sommes sur une vision court-termiste et que nous devrions juste gérer le courant, le très court terme, là, nous allons nous écarter un petit peu des objectifs de la relance et des objectifs de l'émergence sur le plan économique. Donc aujourd'hui, il faut des idées. Il faut vraiment des idées. Des idées. D'abord des idées, après des sous. Bien sûr. Parce qu'aujourd'hui, comme vous le savez, regardons ce qui a été cité dans les rapports de la Cour des comptes, l'argent était là, hein. Dans certains secteurs, chez certaines entreprises publiques, l'argent était bien là. Malheureusement, la manière avec laquelle ça a été géré, ce n'était pas vraiment, je dirais, optimal. Donc aujourd'hui, il faut des idées. Avant tout, pour que nous puissions, par rapport à cette marge de manœuvre, parce que nous ne pouvons pas hypothéquer notre économie. Les gens croient qu'on sonde des temps, on va pouvoir relancer l'économie facilement. C'est impossible. Mais là, c'est quoi? C'est Mohamed Ben Chaboun qui doit être audacieux et qui doit actionner le levier relance économique qui a creusé le déficit budgétaire. Ou c'est plutôt de se dire, non, un peu le statu quo, le cadre macroéconomique, et essayer de finir l'année autour de 4,5% de déficit budgétaire, donc pas de dérapage? Si c'est avec la même philosophie, il ne va pas avancer. Il faut qu'il puisse changer de philosophie parce que le cadre, il est là, la marge, il est là. Donc la relance? Bien sûr, pour qu'il puisse avoir la maîtrise de la situation. Amin Diouri, quel est votre point de vue là-dessus? Les idées d'abord. Les idées, c'est ce qui manque en priorité. Le financement, on peut toujours le trouver. On peut s'endetter si on a une idée qui va faire avancer les choses. Penser moyens budgétaires avant d'avoir les idées, ça va mener nulle part. Mais là, dans ce cas précis,
Que ce soit, j'ai l'impression qu'il y a à la fois un enjeu macro et à la fois un enjeu micro. Donc L'enjeu Metchaboun, là, il est là aujourd'hui, c'est lui qui est aux commandes. L'enjeu, il est pour moi aussi fortement micro, c'est-à-dire que Mehdi et moi, on a été consultés sur des propositions. J'allais oublier ça. Vous avez été reçu par le chef de gouvernement, Saladin Othmani, début août. Vous étiez tous les deux lorsqu'il y a eu cette réunion informelle pour réfléchir sur un nouveau modèle et peut-être loi de finances qui pourrait enrichir aussi la loi de finances 2019. Exactement. Et donc, ce qu'il en ressortait des objectifs de notre chef de gouvernement, c'était de relancer l'investissement privé. Donc il y avait cet aspect-là. Il y avait le modèle de développement qui est aussi une autre question importante. Mais aujourd'hui, clairement, le modèle de développement, comme je l'ai dit il y a quelques minutes, repose aussi sur l'investissement privé. Donc comment on fait pour relancer la machine de l'investissement privé? Et c'est dans ce cadre-là qu'effectivement la loi de finances doit intervenir. Est-ce qu'elle peut intervenir? C'est-à-dire, elle intervient via des exonérations fiscales, elle intervient... C'est possible, oui, ça peut être ce mécanisme-là. Ouais. Ça peut être faciliter déjà le renouvellement de l'outil de production. Aujourd'hui, les entreprises ont un outil de production qui est vieillissant. Il faut le renouveler, il faut le vendre. Il faut favoriser, par exemple, l'émergence d'un marché secondaire. Pour ça, il faut exonérer la plus-value. Vous revendez la machine, elle vaut 100, vous la revendez 200. Les 100 seront aujourd'hui soumis à taxation. Par exemple, exonérer cette taxation justement pour favoriser ce marché secondaire, permettre justement que les entreprises puissent renouveler leur outil de production. Cette option-là, si je suis votre raisonnement, avant de faire réagir Mehdi Al-Fakir, c'est que l'État fait le deuil aussi d'une manne financière. Oui, c'est un calcul, effectivement. Plus j'exonère l'entreprise ou l'investisseur, moins j'ai de rentrée d'argent. En tout cas, sur le moment, sur le court terme. Oui, c'est vrai, c'est une question. Oui. Mais aujourd'hui, l'État dépense des centaines de milliards de dirhams en investissement public avec un retour sur investissement qui est très très faible. Est-ce qu'il ne vaut mieux pas mettre quelques milliards de côté justement en exonération pour favoriser l'investissement privé et espérer que les entreprises justement renouvellent leur outil de production et puissent créer de la valeur et puissent embaucher par la suite. On attendra d'ailleurs Salah Demezoua, le président de la CGM, qui a fait cette promesse de relancer l'investissement privé. Mais là-dessus, sur le levier, réellement, pour les médias, pour celles et ceux qui vous écoutent, il y a Mohamed Metchaboun, sans vouloir bien sûr, là, il y a la prétention de lui mettre la pression. Et la relance, à quel prix? Oui. Voilà, est-ce que c'est parce qu'on sait qu'il y a un prix. Le statu quo a un prix et relancer aussi l'économie a aussi un coût. Si on s'amuserait à relancer l'économie par l'endettement, je ne suis pas certain que nos fondamentaux économiques vont garantir une soutenabilité de cette dette. Déjà, l'endettement public, il est à des niveaux, à des proportions qui sont, je dirais, relativement préoccupantes. Nous sommes à 64% du PIB, l'endettement public, et puis de l'État, parce que si on confond tout, c'est 82, du Trésor et ainsi de suite. Donc là, effectivement, ce n'est pas par la dette, à moins que nous puissions garantir la rentabilisation et la profitabilité de cette dette. Et là, c'est un travail de gouvernance. Il faut vraiment des outils de pilotage de cette dette. Mais on investit dans quel secteur? C'est-à-dire si on décide, par exemple, de mobiliser X milliards de dirhams à investir, comme on l'a fait d'ailleurs depuis les années 2000 dans les infrastructures, ça c'est peut-être jouable, mais on pourrait viser quel secteur d'activité? Bien sûr, Marshall, voilà. Oui, l'industrie, je crois que nous avons déjà assez misé sur les infrastructures. Maintenant, c'est vraiment les infrastructures productives, pas les infrastructures dans le sens, je dirais, ordinaire, dans le sens classique du terme. Mais il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, il y a un autre niveau, une autre dimension. Amine l'a si bien dit. Si aujourd'hui vous voulez que le privé joue le jeu, tout d'abord, il faut instaurer la confiance. Voilà pourquoi Sa Majesté a déjà parlé de l'activation des lois qui vont, la revue de la charte d'investissement, la revue de la charte de déconcentration, parce qu'il faut réhabiliter le rôle de l'État en tant que garant de la croissance. C'est-à-dire qu'il faut que, sur le plan institutionnel, l'État soit plus présent. C'est-à-dire que l'État qui crée l'environnement pour la mise en place d'une dynamique en matière de croissance, mais qui ne fasse plus la croissance, qui ne s'occupe pas de la croissance. Non, le rôle de l'État, il est toujours là. Dans n'importe quel pays au monde, même les pays les plus libéraux, l'État a dû intervenir là où il fallait. Maintenant, ce qu'il faudrait, c'est tout simplement réhabiliter cette confiance et puis innover, même en matière de philosophie de croissance. Il faut parler de patriotisme économique, il faut parler de beaucoup de choses. Patriotisme économique, ça veut dire quoi? Oui, parce que les investisseurs privés, il faut qu'ils sachent une chose. Le Maroc, c'est le Maroc de tout le monde. Il faut qu'ils puissent mettre la main dans la pâte, qu'ils puissent participer. Ce n'est pas uniquement l'État, ce n'est pas uniquement le public. Il faut aussi que le privé puisse jouer son rôle pour favoriser un investissement responsable, un investissement productif. Vous considérez qu'aujourd'hui, l'investisseur marocain n'est pas suffisamment patriote? Non, ce n'est pas ou le citoyen d'ailleurs qui n'est pas citoyen. Ce que j'entends par patriotisme, nous sommes tous marocains, personne ne peut douter de l'attachement de chacun. Mais lorsque j'investis
sur un secteur qui est productif, ce n'est pas comme si j'ai investi sur un secteur qui est rentier. Là, c'est toute la différence. Aujourd'hui, il faut vraiment mobiliser, fédérer vraiment les détenteurs de capitaux, les investisseurs privés pour qu'ils puissent comprendre que leurs décisions d'investissement, ils vont peser lourd sur la destinée de notre pays. Est-ce qu'on est compétitif en matière d'investissement, parce que je vois qu'il y a une guerre aussi mondiale, là, il avait la véritable guerre économique. D'ailleurs, avec Donald Trump, on le voit bien, première mesure qu'il a prise, c'est baisser drastiquement l'IS. Voilà. Est-ce que nous, on peut se permettre aussi, vu l'état des finances publiques aujourd'hui, Mehdi El Fakir a passé en revue un peu les principaux indicateurs, est-ce qu'on peut se permettre de baisser l'IS pour favoriser l'investissement et se dire que peut-être pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans, peut-être que l'État aura moins de rentrée d'argent, mais en tout cas, ça pourra permettre, à contrario et parallèlement, à ce qui est plus d'investissement et plus de croissance. La question de la compétitivité elle est extrêmement importante. Aujourd'hui, pour répondre clairement à la question, je pense très sincèrement que l'entreprise marocaine, vue au sens large, n'est pas compétitive. On le voit aujourd'hui sur des secteurs entiers où l'industrie marocaine a du mal à faire face aux concurrences étrangères. Citer par exemple que les industries, par exemple le papier tout simplement, ou la métallurgie, la sidérurgie. Aujourd'hui, effectivement, il y a un problème de coût des matières premières de l'entreprise. Le levier fiscal est un levier parmi tant d'autres qu'on peut activer. Il y a d'autres leviers qui doivent être mis en place. Pour moi, il y a quand même une chose qui... Mehdi parlait de confiance, de création d'un climat qui soit propice. En tout cas, exactement. Je pense que c'est vraiment une question qui est essentielle pour moi. Et notamment sur une question qui est primordiale, l'État doit jouer son rôle en matière de délai de paiement. On pense cette question n'est toujours pas réglée finalement. Il y a une loi qui est sur la table. Aussi avec Saladin Laoutmani lors de cette Bien sûr, c'est vraiment le point sur lequel j'ai insisté. J'espère qu'il répondra à travers cette loi de finances. Il n'a pris aucun engagement lorsque vous étiez en sa présence. Vous avez soulevé des problématiques aussi. Il a pris note de l'ensemble des points qui ont été soulevés, avec, je le souligne quand même, une très grande attention par rapport à tout ce qui a été dit. Évidemment, ça peut être très dangereux de prendre un engagement formel à ce moment-là. Il a pris note, ses conseillers ont pris note de tout ce qui a été dit. Moi, je dis simplement une chose. Aujourd'hui, si on veut créer un climat de confiance, effectivement, et inciter les entreprises à investir notamment, il y a aussi, il faut donner du souffle aux entreprises à travers plus de trésorerie, la question des délais de paiement. Et d'ailleurs, je veux dire une chose, faire une loi, c'est bien. Et c'est d'ailleurs ce que je lui dis, faire une loi c'est bien, mais il faut aller jusqu'au fond des choses. Faire une demi-loi qui n'est pas appliquée, ça ne sert strictement rien. Et ça donne un mauvais signal à l'ensemble de l'écosystème. Ça veut dire, ok, on a fait une loi parce qu'il fallait la faire, mais on passe à autre chose, ça y est, c'est terminé. Non. Mais je crois savoir le discours du chef de l'État du 20 août, dans tout ce qui a été dans tout ce qu'il a développé, il a appelé aussi l'administration et les entreprises publiques à payer leur dû auprès des entreprises. C'est quelque chose qui a été demandé. Absolument. Voilà pourquoi j'ai dit qu'aujourd'hui, ce qu'il nous faut, c'est une nouvelle philosophie de gestion, que ce soit au niveau du public ou du privé. Il faut qu'au niveau du public, qu'on sache qu'on est des prestataires de services, qu'on doit servir le citoyen, qu'on doit servir l'opérateur économique. Et du côté de l'opérateur économique, il faut savoir qu'il y a des obligations d'ordre civique. Il y a aussi ce que j'appelle vraiment un comportement responsable en matière d'investissement et en matière aussi de business. Dans le sens où, si nous n'évoluons pas, nous n'opérons pas une vraie révolution culturelle, nous n'allons pas changer les choses. Arrêtons de penser que des raisonnements mécaniques limités dans le temps et dans l'espace vont pouvoir changer les choses au Maroc. Ça veut dire quoi? Avant d'entamer une révolution économique, il faut entamer une révolution culturelle? Absolument. Sa Majesté a parlé d'une rencontre pour chercher des idées, pour pouvoir relancer l'emploi. Deadline d'ici la fin de l'année maximum. Absolument. Oui. Donc là, tout simplement, le débat aujourd'hui, c'est un débat qui implique et qui doit mobiliser toutes les forces vives pour trouver des idées, pour trouver d'une nouvelle manière, une nouvelle philosophie de faire la chose. Voilà pourquoi j'ai dit tout à l'heure que le ministre actuel de l'économie des finances, j'insiste sur, n'est pas là justement pour gérer les finances publiques à très court terme. Il est là aussi pour appliquer une politique économique qu'on doit définir. Avec notre modèle actuellement qui est essoufflé, avec une sorte de ralentissement économique qui inquiète, nous sommes quand même devant une bonne saison agricole, mais quand même nous parlons de quelque chose comme 2,9%, 3% du PIB. Ça c'est quelque chose qui est complètement... Voilà, c'est paradoxal. À 2,9, je passe pour couvert, c'est vous les économistes, à 2,9 de perspective de croissance, la croissance inclusive, le modèle il est impossible. Absolument, avec une année quand même relativement exceptionnelle en matière d'une saison agricole exceptionnelle pour un pays tel que le Maroc, c'est quelque chose qui devrait nous inquiéter. C'est-à-dire que les structures économiques autres que agricoles, la valeur ajoutée autre que agricole, est en train de souffrir. Et là, il faut absolument que nous puissions innover. Arrêtons de penser que c'est des mesures fiscales limitées, ainsi de suite. Il faut changer de raisonnement fiscal.
Voilà. Vous seriez, Mohamed Benchamoun, justement, juste une petite seconde sur la fiscalité. Dépenses fiscales, je crois qu'on est aujourd'hui entre 34 et 35 milliards de dirhams. Absolument. Est-ce qu'il serait bon de reconduire ce niveau de dépenses fiscales pour l'État ou de revoir aussi l'efficacité, parce que Mehdi El Fakir tout à l'heure parlait d'efficacité des deniers publics investis ou dépensés, de voir aussi, de jeter un œil aussi sur cette dépense fiscale, parce que tous les ans, l'État fait l'économie de 35 milliards de dirhams dans les recettes. Voilà. Est-ce que... Bien sûr, il y a une évidence qu'il faut... Raboter, c'est de récupérer des sous. Est-ce que là, ça peut être une manne aussi? Oui, bien sûr, il faut travailler sur cette question des niches fiscales. Aujourd'hui, en matière d'efficacité, il y a des secteurs qui ont été privilégiés, notamment l'immobilier, qui bénéficient de l'essentiel aujourd'hui de ces niches fiscales. Il y a des choses, bien sûr, qui doivent être revues à ce niveau-là. Aujourd'hui, est-ce qu'on doit continuer à privilégier un secteur non productif, entre guillemets, aux dépens d'autres secteurs? La question se pose réellement, oui. Est-ce qu'elle se pose là aujourd'hui pour Mohamed Benchamoun? Je me dis, voilà, est-ce que il se dit, voilà, j'ai une dépense fiscale qui est quasiment identique en termes de montant et de volume au service de la dette. Voilà. Donc, est-ce que là, je me dis, voilà, 35-35, est-ce que j'essaie de voir, comment je peux agir? Attention, parce que c'est très compliqué aujourd'hui du jour au lendemain de décider d'arrêter les exonérations et de les... Voilà, ça va donner un très mauvais signal. Rappelons l'année dernière qu'on essayait un petit peu d'aller un tout petit peu mieux et plus au niveau de la réforme de la TVA. Il y a eu un grand problème au niveau de la TVA sur les hydrocarbures et celle des assurances. Donc moi je pense personnellement qu'il faut aller sur la parafiscalité. Ouais, c'est-à-dire c'est-à-dire les taxes autres que les taxes conventionnelles. C'est-à-dire les taxes indirectes? Les taxes indirectes, donc les taxes locales et ainsi de suite, donc les droits et taxes. Et surtout, et pour les taxes, c'est tout simplement d'imaginer des niches, l'ami l'a si bien dit, et puis, je dirais en quelque sorte, élargir l'assiette fiscale, et puis surtout, améliorer en quelque sorte l'entente, plus de consensus. Consulter les experts, consulter les personnes qui sont sur le terrain pour donner leurs avis. Il faut absolument que nous puissions être sur une démarche qui est consensuelle. Et surtout, et ça c'est à mon avis le plus important, essayer de trouver d'autres voies pour recouvrer de l'argent, notamment la valorisation et la rentabilisation du foncier public. C'est quelque chose qui pourrait être vraiment une idée parmi d'autres pour pouvoir améliorer les recettes de l'État et faire en sorte que cette histoire de levier fiscal soit un vrai levier. N'oublions pas aujourd'hui que 86% des recettes de l'État sont issues de recettes à caractère fiscal. Donc c'est très compliqué aujourd'hui de dire on va arrêter du jour au lendemain. Ami l'a si bien dit, il y a une baisse des rentrées et des recettes courantes, des recettes classiques. Le comble, c'est les contrôles fiscaux, c'est les redressements. Conséquence aussi, ralentissement de l'activité, donc aussi tassement, voire décroissance des recettes fiscales. Oui. Parce que là, on est à un niveau lorsque l'État essaie d'améliorer l'efficacité et la cadence de recouvrement à travers les contrôles et les redressements, c'est un mauvais signe. C'est un mauvais signe. Les gens, ça fait peur un petit peu au monde de l'entreprise, aux entrepreneurs, chefs d'entreprise. Oui. Après, il ne faut pas oublier non plus qu'il y a quand même des leviers de croissance qu'il faut aller chercher. Rappelons quand même que sur les 50 milliards d'IS annuels payés par les entreprises, il y en a une centaine de grands groupes qui payent l'IS, que près des 2 tiers des entreprises ne payent pas d'IS, et que là-dessus, il y a encore une manne gigantesque d'entreprises informelles qui sont, elles, complètement en dehors du système fiscal. Donc, évidemment, il faut aussi aller les chercher, ces entreprises-là. Il est anormal que le système fiscal entreprise repose uniquement sur 100 groupes marocains. Est-ce qu'il vaut mieux faire l'effort justement sur ces entreprises, sur le secteur informel? D'ailleurs, le chef de l'État aussi en a parlé. Parce que ça fait des années qu'on en parle aussi, il y a eu des politiques publiques pour assurer le basculement de l'informel vers le formel, ou plutôt se dire, voilà, il faut densifier la dynamique économique, plus de productivité, plus de facilité de création d'entreprise, aller beaucoup plus dans l'innovation aussi, donc encourager aussi fiscalement l'innovation. Est-ce que c'est ça aussi qui serait plutôt un levier, j'ai envie de dire, plus pratique? Alors, en termes de praticité, je suis d'accord avec vous, mais pour moi, il faut que les deux leviers soient côte à côte. Je veux dire, on ne peut pas laisser de côté la question de l'informel, parce qu'aujourd'hui, moi, je suis une société formelle, je paye des impôts, je regarde à côté de moi la personne qui fait la même activité, qui est dans le même périmètre que moi, ne paye pas d'impôts. Déjà, ça crée un biais, c'est tout à fait anormal. Mais je suis très méfiant par rapport à ça. Vous savez pourquoi, Amidori? Parce qu'il y a aussi des entreprises ou des chefs d'entreprise qui disent, voilà, moi je m'acquitte de mes impôts, il y a des discours dans la prise de parole en disant, voilà, il y a de l'informel, puis il s'avère parfois qu'eux-mêmes font de l'informel. De manière plus ou moins détournée. Donc c'est pour ça aussi, voilà. Je ne généralise pas, mais je sais que c'est aussi cette histoire culturelle. Oui. Attention, aujourd'hui,
y a vraiment une dimension. T'es d'accord avec ce double jeu de certains chefs d'entreprise aussi qui disent ouais. Relativement, écoutez, c'est le cas. Haro sur l'informel et puis j'aimerais pas du tout généraliser, mais j'aimerais bien. Est-ce que ça existe ce que j'ai dit ou pas? Oui, certainement. Voilà. Certainement. Dans n'importe quel pays au monde, vous savez que des groupes aussi réputés au monde entier ont été contrôlés, il y a eu vraiment des redressements, ainsi de suite. Moi, j'aimerais pas vraiment m'arrêter sur le fait qu'il y a du noir et du blanc, hein, mais il faut absolument que nous puissions se mettre d'accord sur une manière culturelle de gérer les affaires. Il faut absolument que nous sachions que soit que c'est l'État qui va faire, soit que c'est l'entreprise qui va faire. Si l'entreprise souhaite obtenir de l'exonération fiscale, il faut absolument qu'il comprenne qu'on s'attend à quelque chose de sa part. Ce n'est pas un cadeau. Alors, lorsqu'aujourd'hui on dit par exemple qu'il y aura un allègement à partir de cette année au niveau de l'IS, parce qu'il y a l'adoption du barème progressif, c'est bien, mais si cet allègement va se transformer en un simple gain financier qui va être distribué sous forme de dividendes, ce n'est pas du tout pratique. J'aimerais bien que cet argent... Ça vous parlait de l'IS progressif. Mais bien sûr, j'aimerais bien que cet argent, ce reliquat, cette marge puisse vraiment réinvestir. Pourquoi pas? Donc, dans l'outil de travail, et puis dans la création de richesse et d'emploi. Mais oui, quelqu'un qui détient des capitaux, j'aimerais bien qu'il puisse un petit peu se détacher de l'immobilier, se détacher du commerce et du négoce pour partir investir dans l'industrie. Pourquoi pas? Pour partir dans l'industrie, dans les nouvelles technologies de l'information. Aujourd'hui, si Emile a si bien dit, si aujourd'hui nous n'arrivons pas à être compétitifs, nous n'avons pas un know-how marocain, nous n'avons pas de la recherche et développement, nous ne faisons que consommer, donc nous ne sommes pas compétitifs. Si aujourd'hui, sur le plan investissement, nous ne sommes pas attractifs parce que nous avons épuisé notre offre, c'est plus l'aéronautique et l'automobile. Il faut innover. On n'a pas encore changé de copie. Le temps presse. Donc voilà pourquoi j'ai dit que c'est une question d'idée. Donc j'aimerais pas être à la place de Mohamed Ben Chaboun. Je sais pas vous, mais bon, ce qu'il va falloir trouver des solutions. Amine Diouri sur les. Je voudrais rebondir aussi à ce que vient de dire Mehdi. Ouais. C'est extrêmement important. Construire une industrie forte. Aujourd'hui, les pays qui ont des problèmes, de forts problèmes d'inflation, l'Argentine, etc., la Turquie, qu'est-ce qu'ils ont comme problème? C'est qu'aujourd'hui, ils sont fortement dépendants des importations. Et quand votre monnaie est dévaluée et que vous n'avez pas d'industrie locale, eh ben, logiquement, vous avez une inflation à 3 chiffres. Et vous savez, Rachid, nous avons une chance énorme. C'est notre positionnement géopolitique sur l'échiquier continental qu'il va falloir valoriser. C'est notre chance pour permettre à notre économie de se développer. Regardez ce que les Chinois sont en train de faire. Ce qui nous manque, nous, c'est le sous. Ils ont promis 60 milliards de dollars pour l'Afrique. Nous avons la confiance de nos partenaires africains. Nous avons la stabilité, nous avons le positionnement, nous avons le charisme. Donc nous pouvons très très bien faire beaucoup de choses. Et puis je rends hommage au travail qui a été fait par les opérateurs économiques marocains qui ont fait le pas en partant en Afrique et qui font honneur, en revenant sur l'histoire du patriotisme économique, qui font honneur à notre pays, à notre économie. Pourquoi ne pas faire de cet investissement, de cette internationalisation, une vraie locomotive pour notre économie? Pourquoi pas? Simplement, je me dis qu'il y a peut-être déjà un peu de monde, mais qu'effectivement, est-ce que notre salut, et le salut de notre croissance et l'avenir, en termes de perspective et horizon de notre croissance économique, passe nécessairement par des relais de croissance à l'international, à l'extérieur de notre pays. En fait, voilà, croissance interne, on l'a vu, ça a peut-être montré ses limites aussi, parce que le modèle a montré ses limites et qu'il faut aller chercher ailleurs. Donc il faut avoir quelque part une nouvelle génération peut-être d'investisseurs et d'entrepreneurs aussi. Oui. La Chine de Deng Xiaoping, c'est pas la Chine d'aujourd'hui. Lorsque les Chinois ont décidé d'aller au-delà de leurs frontières, regardez le résultat. Donc il faut cette internationalisation. C'est une carte géostratégique et vitale. Alors oui, complètement d'accord. Aujourd'hui, la clé de développement de l'entreprise marocaine se tourne vers l'international. Mais il faut être réaliste. Pour pouvoir se tourner vers l'international, il faut déjà que l'entreprise ait une bonne assise locale. Absolument. Une bonne assise financière notamment. Une bonne assise locale sur son marché domestique, dans son environnement direct. Bien sûr, sinon c'est une entreprise qui ne fait exporter. Mais globalement, c'est une entreprise qui a déjà une bonne assise locale avant de penser à exporter. Donc ça, c'est déjà une première problématique. Il n'y en a pas tant que ça des entreprises qui, en termes de compétitivité sur leur marché local, réussissent à résister aux différents acteurs étrangers. Il faut les compter, il n'y en a pas tant que ça. Aujourd'hui, on compte entre 500 et 1000 entreprises marocaines qui vont aller exporter à l'international. Donc ça, c'est très faible. Comment on fait pour trouver les autres? Il faut justement favoriser ces entreprises. Alors effectivement, la précédente loi de finances avait favorisé justement les entreprises, les industries exportatrices via une exonération d'IS. Mais est-ce que c'est suffisant? Je ne pense pas. Il faut aussi accompagner ces entreprises. Accompagnement, c'est l'accompagnement financier aussi encore? Non, parce que moi je me dis, parce qu'on a dit la loi
de finances 2019 un peu passé sous le sceau de la contrainte, donc il y a une vraie contrainte budgétaire. Les sous, l'État va les compter. Bien sûr. Mais je veux dire, pas au dire en prix, mais pas loin. Donc je me dis, quand je veux soutenir tel secteur, il veut continuer à soutenir l'emploi, c'est un coût aussi. Bien sûr. C'est surtout, c'est Rachid, l'encadrement. Oui. Aujourd'hui, pour exporter, il faut avoir une offre exportable. Peut-être qu'on a l'argent au Maroc, peut-être qu'on a l'argent et on veut exporter. Mais si nous ne sommes pas prêts, si nous ne sommes pas, je dirais en quelque sorte, capables vraiment d'exporter quelque chose, de produire quelque chose qui est exportable, c'est ça la différence. Donc il y a un travail de force vive, d'encadrement, d'où le grand travail de la CGEM aujourd'hui, qui est vraiment, je dirais en quelque sorte, l'entité qui doit fédérer toutes les entreprises, tous segments confondus. Donc aujourd'hui, il faut absolument un travail d'encadrement, parce que l'État aujourd'hui marocain, il a un poids, il a quand même une marge sur le plan international, surtout sur le plan continental. Pour soutenir une entreprise, il faut que cette entreprise soit capable d'exporter, soit capable de se défendre à l'international. Donc il faut aujourd'hui que nous puissions profiter de ces marges. Il y a un travail d'encadrement, il y a de l'argent bien sûr, il y a bien sûr des encouragements à faire, mais il n'y a pas que ça. Attention. Non, parce que je dis, on va rentrer dans une ère, je pense que d'ailleurs Mohamed Metchabou il y a à ce niveau-là, avec des arbitrages budgétaires qui doivent être faits là actuellement. À mon avis, c'est l'actualité au moment même où on débat. Mais voilà, est-ce que des arbitrages, voilà, il faut que ça aille vers où, voilà, et que ça donne quoi? Sachant aussi que, et ça ne vous a pas échappé messieurs, que priorité a été donnée au social. Oui. Le social, c'est pas l'économie. L'économie, on crée des richesses, le social, on dépense la richesse. Ouais. Sans être dans la caricature, hein, mais bon. Oui, non. Ouais. Dans le contexte actuel, c'est normal. C'est normal. On a subi un certain nombre de crises sociales ces derniers mois. Je ne parle pas simplement du boycott, mais tout ce qui s'est passé avant, Jada, etc. Il est évident qu'aujourd'hui, il faut redonner du pouvoir d'achat aux gens. Donc réinvestir, donner, et en plus sachant que derrière il y a eu de l'argent qui a été enlevé entre guillemets, la décompensation, la libération des prix des hydrocarbures, etc. Donc du pouvoir d'achat a été perdu. Aujourd'hui, il faut rendre cet argent en partie aux Marocains, et c'est vrai que c'est une vraie problématique ça, de réfléchir à comment on réinjecte de l'argent dans l'économie. Dans l'économie, puis dans les poches des ménages et de chacun d'entre nous, oui. Moi, j'ai tendance à ne pas croire que la solution sociale est entre les mains de l'exécutif. C'est très réducteur. La question sociale et le dossier social, il concerne tout le monde sans exception. Sa Majesté l'a si bien dit. Donc il y a une multitude Bon, il y a déjà un travail à faire au niveau de l'exécutif pour, je dirais en quelque sorte, une certaine synergie, assurer une certaine synergie au niveau des politiques sociales. Une convergence. C'est le travail de tout le monde, sur le plan régional, sur le plan aussi sociétal, les forces vives, l'intervention, on parle de RSE. C'est quoi RSE? La responsabilité sociale de l'entreprise. Il y a un travail de société qu'on doit faire pour que nous puissions vraiment assurer un vrai décollage social. N'attendons pas. Parce que, attention. Quand vous dites ça, est-ce que vous faites appel aussi à une forme de patriotisme du citoyen marocain? C'est se dire, voilà, toute attente de l'État, c'est pas de ma faute, j'attends, on me doit. C'est ça, ce mindset qui doit évoluer? Moi, je ne suis pas du tout content lorsque j'écoute et j'entends des gens qui disent moi je paie des impôts, alors en même temps je suis en train de financer les études de mes enfants et la santé. Je ne dois pas payer. Écoutez, l'État n'est pas au service de personne. Nous payons de l'argent pour la collectivité. Les gens qui profitent de l'effort financier de l'État ne sont pas forcément des contribuables. Ils sont un peu partout. Donc c'est une question de cohésion sociale, d'ordre général. Voilà pourquoi il faut absolument que nous puissions regarder les sujets. L'État doit faire son travail. Il doit donner des signaux. Il doit mieux gérer et mieux assurer une meilleure gouvernance de cette question sociale. Mais c'est une question qui concerne tout le monde. Les partis politiques, le tissu sociétal, et l'individu qui est l'élite, c'est Rachid. L'élite et le citoyen, lambda comme moi. L'élite doit mettre la main dans la pâte. Vraiment doit participer à ce débat public. Il doit participer à cet effort d'encadrement de la collectivité. L'élite économique doit mouiller la chemise. L'élite économique. Il faut arrêter si vous voulez dire en fait, arrêtons les arbres à palabres et de se plaindre, je paie des impôts. De critiquer pour critiquer, mettons la main dans la pâte. Si nous ne sommes pas convaincus des partis politiques, nous pouvons très bien à travers des associations, à travers des fédérations, à travers un travail individuel, voilà. Et participer à des réflexions. Je suis rarement en désaccord avec Mehdi, mais là je suis en désaccord avec lui sur cette question. Autant en matière économique, pour moi, effectivement, la répartition doit se faire effectivement pour l'ensemble des acteurs, que ce soit l'État, que ce soit les entreprises. En matière de répartition sociale, je suis désolé, mais l'État est entièrement responsable de la redistribution des deniers qu'il a collectés. Pour moi, l'État est l'acteur principal en matière sociale. On peut pas Effectivement, il y a une éthique, j'ai envie de dire, pour le particulier en matière
de comportement. Mais l'argent dépensé pour le social, c'est l'État qui en est entièrement responsable. Mais l'argent qui est dépensé, juste simplement l'argent qui est dépensé dans le social pour le financement d'allocations sociales, ou en tout cas du social au sens large, c'est l'argent qui provient des deniers du contribuable. On est bien d'accord? Oui, bien sûr. Mais la redistribution, c'est l'État qui le fait. C'est l'État qui est là quand régulateur et contre. Aujourd'hui, j'aimerais dire que je ne peux juger de la pertinence de cette redistribution que lorsque nous avons un certain... Nous parlons, il y a un moment de l'évasion fiscale. Nous parlons à un moment des problèmes même de récupération, de recouvrement des créances publiques. Les fameuses entreprises, les 90% qui payent à la place des autres. Lorsque j'aurai les moyens pour vraiment juger l'État en tant que tel, en disant que l'État aujourd'hui, vous avez assez d'argent, vous avez récupéré assez d'argent pour assurer cette distribution. Maintenant, pour assurer la permanence du service public, pour assurer l'équilibre financier de l'État, malheureusement aujourd'hui, l'État ne peut pas faire l'économie d'exonérer tout le monde et de ne pas recouvrer. Je suis d'accord, il y a un poids qui n'est pas du tout négligeable sur l'IR salarial, sur le citoyen lambda. Voilà pourquoi je dis qu'il faut absolument que la réforme soit multidimensionnelle et que tout le monde soit conscient de Mohamed Benchaboun, est-ce qu'il peut, justement, juste là-dessus, est-ce qu'il peut revoir la baisse un peu l'IR, baisser un peu la pression fiscale sur les revenus? Est-ce que... Je ne crois pas, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Je ne crois pas du tout que ça va être possible pour l'IR, à moins que... Pour vous, selon vous, ça ne sera pas possible sur l'IR? Est-ce que ça va être possible sur l'IS? Oui, mais je poserai une question simple. Oui. Quelle est, je dirais, voilà, s'il cède sur l'IR salarial, il va récupérer où? Il faut absolument qu'il puisse trouver des niches et des niches garanties. N'oublions pas aujourd'hui que... Mais si je baisse sur l'IR, je redonne un peu de pouvoir d'achat aux ménages et je me retrouve aussi dans la consommation et la croissance intérieure. Absolument. Est-ce que c'est la solution? Est-ce que c'est l'unique solution? Pour vous? Attention. Non, c'est ce n'est pas l'unique solution. Juste, juste en guise de conclusion, quel levier, qu'est-ce que vous souhaiteriez que Mohamed Benchaboun, nouveau ministre de l'économie et des finances, prenne comme décision symbolique forte dans le cadre de cette loi de finances 2019? Vous? Alors moi, je dirais que bon, c'est ma façon de penser. Je pense qu'il faut mettre l'accent sur l'entreprise, l'accent sur justement la relance de l'investissement, c'est redonner de la trésorerie aux entreprises. Je dis qu'une bonne fois pour toutes, réglons une bonne fois pour toutes cette question des délais de paiement. Je le dis, je le redis, mais tant que ce ne sera pas réglé, je le redirai encore. Je pense qu'il est primordial de régler cette question et donc mettre l'entreprise au cœur. C'est elle qui crée de l'emploi, c'est elle qui crée de la richesse, c'est elle qui va permettre de redistribuer de la richesse aux salariés. Donc pour vous, Mohamed Benchaboun, déjà s'occuper prioritairement des délais de paiement pour soulager la trésorerie des entreprises. Exact. Et pour vous, Mehdi El Fakir? Il faut absolument relancer l'investissement productif. L'investissement qui va permettre de faire disposer l'entreprise tout simplement des moyens pour réinvestir, pour grandir, pour évoluer et surtout créer des opportunités. En créant des opportunités, nous allons régler la question sociale et le dossier social. Mais merci en tout cas. J'espère que même Mohamed Benchaboun vous écoutera. Celui qui vous a déjà écouté début août, c'est le chef de gouvernement. Parce que vous étiez. Donc j'ai la chance, je suis très honoré d'avoir mené un débat avec deux économistes qui ont participé à une réunion informelle à la demande du chef de gouvernement, juste après le discours du chef de l'État du 30 juillet. C'est bien ça? C'est tout début août. En tout cas, merci une fois de plus, messieurs. Merci Mehdi El Fakir et merci Amine Diouri. Je vous souhaite une bonne journée. Bonne journée. Bonjour à vous également. Merci.